Bonsoir, je suis Agnès Boss, déléguée générale du CTHS, et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour une conférence organisée dans le cadre du cycle 4e de Couve de l'École nationale des chartes. Je représente le CTHS qui a donc publié ce livre dont nous allons parler ce soir et qui est le résultat d'un prix de thèse, puisque Antoine Brix a été lauréat du prix de thèse de la Fondation des travaux historiques et scientifiques, abritée à l'Académie des sciences morales et politiques. Et en 2019, il est docteur de l'Université catholique de Louvain, il a été membre de l'IRHT et il est actuellement post-doctorant à l'Université de Namur. Il va donc nous présenter une conférence, on va dire, cousue sur mesure pour cette auguste maison dans laquelle nous sommes ce soir, puisqu'il va nous parler plus particulièrement donc, des grandes chroniques de France, une affaire de chartistes. Au préalable, Olivier Matteoni, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université Panthéon-Sorbonne, va introduire ce travail, cette publication monumentale que moi j'ai aussi lu avec vraiment un grand intérêt. Je ne sais pas si parmi vous il y a des doctorants ou des archivistes paléographes en cours de thèse, mais je vous conseille ça en termes d'exemple de méthodologie. C'est extrêmement bien construit. Avant de laisser la parole au professeur Matteoni, je voulais vous signaler, comme vous l'avez peut-être vu en arrivant, que l'ouvrage est en vente à l'extérieur. J'espère que M. Brix acceptera éventuellement dédicacer certains exemplaires. Voilà, je laisse la parole aux orateurs de ce soir. Merci beaucoup, Madame la déléguée générale du CTHS, chère Agnès Boss. Bonjour à toutes et à tous. D'être présent pour cette présentation du livre d'Antoine Brix, Devenir l'histoire de France, la fortune des grandes chroniques de France au Moyen-Âge. Aujourd'hui, Antoine Brix va vous présenter va vous proposer une présentation qui va insister sur le rôle que les chartistes ont eu dans l'étude des grandes chroniques de France au XIXe et au XXe siècle. Il est vrai que quand on regarde la bibliographie sur les grandes chroniques, force est de constater que les historiens formés à la science de l'érudition, de l'édition, au sein de cette auguste et vénérable maison qu'est l'École des Chartes, ont occupé une place de choix. Ils ont joué un grand rôle, notamment pour faire connaître ce texte, en prenant en charge son édition. Donc Antoine Brix nous le dira, nous expliquera les conditions des éditions, si j'ai bien compté, 2 grandes éditions des grandes chroniques de France au XXe siècle, qui sont le fait d'éminents chartistes. Mais avant qu'il nous conduise, avec la science qui est la sienne dans les méandres de cette histoire, je voudrais vous dire quelques mots de présentation plus générale sur ce livre, donc écrit par Antoine Brix et que les éditions du CTHS ont eu le plaisir de publier. Je voudrais dire quelques mots pour insister sur l'importance de cet opus. Donc, Agnès Boss l'a rappelé, c'était une thèse au départ, une thèse donc, qui a été soutenue en 2018 à l'Université de Louvain. J'ai eu la chance de la découvrir à ce moment-là, puisque je faisais partie du jury de la thèse, et j'avais été véritablement enthousiasmé par le travail, particulièrement séduit par la méthode mise au point et déployée par Antoine Brix dans ce travail. Et ensuite, ce travail a été couronné, effectivement, par le prix de thèse du Comité des travaux historiques et scientifiques en 2019. Alors,
L'objet de l'ouvrage, hein, c'est d'étudier, le titre est clair de ce point de vue-là, la fortune médiévale des grandes chroniques de France, c'est-à-dire la diffusion, la réception de ce texte historique important, hein, par le biais des manuscrits médiévaux qui nous sont parvenus. Il y avait un vrai défi à s'attaquer à ce sujet, hein, qui a fait l'objet, et je pense qu'Antoine Brix le rappellera, de très nombreuses recherches et dont les vérités, on peut le dire ainsi, semblaient établies une fois pour toutes. Alors pour juger du succès de l'œuvre, il fallait reprendre la question de sa genèse, notamment sur deux points qui sont particuliers, celle de la commande royale, est-ce que c'est vraiment une commande royale, et celle, dit Antoine Brix, du fameux dithyrambe supposé de la couronne, que serait ce texte. Mais je lui laisse développer ces points, exposer les relectures qu'il propose à l'occasion de sa conférence. Il fallait aussi voir comment l'œuvre s'était par la suite constituée. On sait qu'elle s'est d'abord constituée à Saint-Denis, et ensuite dans l'entourage de Charles V, puisqu'il y a une continuation, hein, qui sera effectuée, prise en charge par le chancelier du roi, le fameux Pierre d'Orgemont. Alors ces éléments posés, le livre s'intéresse à la mesure patrimoniale de la fortune de l'œuvre. Hein, je reprends la formule ici d'Antoine Brix, et Antoine Brix a d'abord fait un recensement des témoins, hein, plus de 110 copies, hein, 112 copies complètes ou partielles du texte, et il s'est livré à une étude codicologique tout à fait minutieuse qui permet de sortir d'une image des grandes chroniques dont les manuscrits n'auraient pris finalement la forme que de forts, de beaux volumes enluminés. On a toujours l'image du fameux manuscrit, hein, qui a été réalisé dans l'entourage de Charles V. Or, ce que montre bien Antoine Brix, c'est que la diffusion s'est aussi faite, la diffusion de ce texte, s'est aussi faite par le biais de manuscrits beaucoup plus ordinaires, hein, de petits formats, souvent sur papier, et sa chance, c'est d'avoir trouvé des manuscrits de ce type qui ont été de surcroît annotés par leurs auteurs. Et donc Antoine Brix relève qu'on a finalement deux biais, deux diffusions, hein, de ce grand texte. La grande diffusion par les grands manuscrits, hein, plutôt réservés à un milieu, disons, princier, nobiliaire, aristocratique, et à côté de ça, des textes, hein, des petits manuscrits, format naturellement du texte, et tout cela plutôt dans un milieu d'officiers, voilà, d'officiers royaux ou d'officiers princiers. Et tout cela a permis finalement à une large diffusion de ce texte à partir de la fin du XIVe et tout au long du XVe siècle. Et donc à partir de là, hein, c'est un texte qui va largement se diffuser, et Antoine Brix mène une réflexion dans son livre sur la place que les grandes chroniques de France vont occuper dans la culture historique des élites françaises, et c'est l'un des points qui est développé notamment à la dernière partie de l'ouvrage. Donc un texte, et je reprends là encore à dessein une formule d'Antoine Brix, qui a infusé l'univers mental, et qu'il est devenu, je reprends de nouveau sa formule, le locus commune, hein, de la France historiographique. Et si l'histoire humaniste, hein, à partir de la fin du XVe et au début du XVIe siècle, tente de se dégager, hein, de cette sandionisation de l'histoire de France, hein, marquée donc par des habitudes d'écriture prises à Saint-Denis, le prestige des grandes chroniques de France va demeurer. Il demeure, hein, il est cité, le texte est cité dans des textes historiques du XVe siècle, dans des chansons de gestes. Il est devenu ce qu'on dirait, hein, ce que les médiévaux auraient appelé une autorité. Donc les grandes chroniques étaient une autorité, mais aussi, d'une certaine façon, ils sont en train de devenir, à la fin du XVe siècle, une sorte de mythe. Avec cette conséquence, eh bien, leur succès et l'idée qu'elles véhiculent de l'histoire de France
on fait voilà, des moines de Saint-Denis, ce qui a été dit très souvent par des auteurs, les historiographes naturels, fiables et presque exclusifs de la royauté. La formule, là aussi, est d'Antoine Brix. Alors, si la démonstration du livre est si convaincante, je la trouve vraiment convaincante, si les apports sont si nombreux et si novateurs, c'est parce qu'Antoine Brix s'est déployé de grandes qualités. Et Agnès Boss dit aux étudiants ou aux doctorants de lire ce livre. Et effectivement, les qualités, c'est des qualités d'érudite en matière de codicologie, de philologie, mais en même temps, Antoine Brix sait utiliser les travaux des historiens de l'image, de l'enluminure, puisque beaucoup de ces manuscrits, les beaux manuscrits, sont enluminés, et parallèlement, il sait aussi exploiter au mieux le discours des sciences sociales. Donc on a un travail qui rassemble tout cela, et ça lui permet, notamment le recours aux travaux des sciences sociales, d'interroger une notion qui était la fameuse notion de propagande, qui a été utilisée par beaucoup d'auteurs en disant que c'était un texte d'une certaine façon qui participait à la propagande de l'idéologie royale. Et on remet, Antoine Brix a tendance un petit peu à remettre en question cette idée-là. L'idée d'Antoine Brix, déniant en quelque sorte au roi de France une sorte de politique délibérée de diffusion de ce texte, permet de relire à nouveau frais le système de communication au sein de l'espace curial, ce qui renvoie à la question de l'émulation, à la question de l'imitation, à la question du mimétisme. Et enfin, je soulignerai pour terminer la grande sensibilité d'Antoine Brix, et ça doit parler dans cette maison, à la matérialité des manuscrits. Il sait les restituer avec grande finesse, toujours avec aisance, et ça se lit d'une manière très, très agréable. Et je terminerai là-dessus parce que ça m'avait beaucoup impressionné, les remarques sur l'impression que ces textes, et notamment les grands textes, pouvaient procurer aux hommes du Moyen-Âge, destinataires d'un exemplaire des grandes chroniques, eh bien, quel sentiment ils ont pu ressentir face à ce manuscrit qu'ils découvraient pour la première fois et qui leur était présenté comme une autorité en matière d'histoire de France. Et Antoine Brix explique que le texte reçu, finalement, n'existe d'abord que dans sa dimension matérielle. Il écrit ceci, je trouve ça tout à fait admirable, même fermé, les manuscrits des grandes chroniques produisent un effet et leur seule présence charrie des idées et mobilise des symboles. Donc c'est un grand livre, je le dis, et je l'ai démontré, je crois, dans la longue préface que j'ai fait à cet ouvrage. Et je vais donner donc maintenant la parole à Antoine Brix pour sa conférence. Alors, articulé sur un thème bien particulier, ça a été rappelé, le rôle des chartistes dans la connaissance de ce grand texte, que sont donc les grandes chroniques. Quel a été le rapport comment ont-ils lu l'œuvre il y a différentes façons de lire ce texte-là. Quelle conception, je crois que c'est là-dessus qu'il va aussi insister, ils ont donné à leur lecture, et une conception qui va demeurer finalement très longtemps, même pratiquement tout le XXe siècle, voire jusqu'au début du XXIe. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette lecture, comment l'historien, et le jeune historien qui est Antoine Brix, a pu réagir par rapport à cela. Voilà autant de questions qu'il va poser, et il va essayer de nous donner des éléments de réponse. Et donc je suis très heureux de lui donner la parole. Bien. Merci M. Matteoni. J'ai peur de ne pas du tout être à la hauteur, évidemment, de la présentation dithyrambique qui vient d'être faite, mais enfin je vais m'efforcer de, si j'arrive déjà à vous convaincre de la moitié de ce qui a été dit, j'estimerai que je ne rentrerai pas mal payé chez moi. Bien. Bonsoir à tous et à toutes. Vous pourriez penser, à la vue du titre que j'ai donné à cette conférence, qu'il y a quelque chose d'un peu provocateur et même peut-être d'un peu vain à poser la question qui est le sous-titre de la conférence, puisque vous avez devant vous deux orateurs qui vous parlent des grandes chroniques de France et qui, à ma connaissance en tout cas, aucun des deux n'est détenteur du diplôme d'archiviste paléographe.
Donc on pourrait penser qu'il y a un peu quelque chose d'un peu gratuit à poser la question, mais je veux m'efforcer, dans le temps qui m'est imparti, de vous montrer qu'il a existé une relation particulière entre les grandes chroniques, ce texte historiographique français de la fin du Moyen-Âge, qui a rencontré un si grand succès, et l'école des Chartes. Et alors je dis, il a existé, et c'est pour ça que sur la diapositive de titre, j'ai préféré mettre la photo d'une ancienne adresse de l'école des Chartes pour évoquer, pour rappeler que c'est plutôt une relation qui a existé dans le passé. Bien, commençons encore plus loin de l'école des Chartes avec Proust et une citation que M. Matteoni a placée en exergue de sa préface pour mon livre, et qui dit Proust fait parler un de ses personnages, Brichot, qui est donc un des personnages qui évolue dans le cercle des Verdurins. Et Brichot est un ancien professeur de la Sorbonne, et il est assez ennuyeux, assez pédant, et il assomme un peu ses interlocuteurs de longs monologues historiques et étymologiques. Et lors d'un de ces monologues, il convoque l'autorité de la chronique de Saint-Denis, qui est une autre façon de parler des grandes chroniques de France. Et Proust lui fait dire, donc, la chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Bien. On sait que Proust et La Recherche du temps perdu, c'est une espèce de formidable chambre d'écho de ce qui se raconte dans la société mondaine de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle. Donc ce qu'il nous fait voir, c'est que l'idée que les grandes chroniques de France sont un texte à l'autorité assurée, cette idée était si généralement acceptée qu'elle avait finalement dépassé les cercles érudits pour devenir quelque chose qu'on entendait même dans les salons. Et on peut se demander comment, disons, cette idée, cette conception a eu un tel succès. Comment est-ce qu'elle est arrivée aux oreilles de gens qui, a priori, n'étaient ni historiens, ni historiens de la littérature. Je veux montrer, en fait, que cette conception-là, en réalité, est pour une bonne part due à l'activité des chartistes tout au long du XIXe siècle. Mais bon, à l'origine du mythe, il y a l'œuvre, les grandes chroniques de France elles-mêmes, et je veux rapidement, si vous ne le savez pas, vous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache en réalité derrière cet intitulé homogène qui donne une impression d'homogénéité à une œuvre qui en fait ne l'est pas du tout. Donc ça commence à Saint-Denis, dans le troisième quart du XIIIe siècle, un moine qui s'appelle Primat, vers 1274, donc au début du règne de Philippe III, le fils de Saint-Louis, termine une histoire des rois de France en français, qui est l'une des premières, ce n'est pas la première, loin de là, mais c'est l'une des premières, qui donc court des origines troyennes légendaires de la dynastie française à la fin du règne de Philippe Auguste, donc 1223. C'est-à-dire c'est une histoire des rois de France des origines à 50 ans avant le moment de sa rédaction. Cet écart est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans sa forme originelle, le roman des rois ne rencontre aucun succès. Dans les décennies qui suivent directement l'achèvement du roman des rois, très peu de manuscrits en sont produits, à tout le moins on en conserve très peu, malgré, disons, les efforts des moines de Saint-Denis pour donner un peu de publicité à leur texte, et ça se manifeste notamment par la remise au roi Philippe III d'un exemplaire qui est toujours conservé aujourd'hui à la bibliothèque Sainte-Geneviève et qui est vraisemblablement l'exemplaire le plus ancien que nous conservons de cet ouvrage. Comme je vous disais, les premières décennies après l'achèvement du roman des rois sont marquées par un succès à peu près nul. Vraisemblablement le fait que les grandes chroniques ne parlent pas du règne de Saint-Louis, qui à la fin du XIIIe siècle est vraiment l'actualité historiographique, le fait que ce soit comme une longue introduction à ce règne-là, mais que finalement ce règne-là ne soit pas abordé, a peut-être une incidence sur le fait que le texte n'a pas de succès.
Toujours est-il que vers la fin, à partir de la fin du XIIIe siècle et surtout dans la première moitié du XIVe siècle, on commence à voir des manuscrits qui conservent le roman des rois, mais continués. Alors il y a différentes continuations, différentes stratégies de continuation qui sont mises en place. C'est très difficile de les attribuer. Elles ne sont probablement pas toutes dues à l'activité des moines de Saint-Denis. Certaines le sont peut-être, mais pas toutes. Et ces manuscrits de la première moitié du XIVe siècle donc, donnent à voir un texte qui est continué jusqu'à des dates différentes, parfois jusqu'à la fin du règne de Philippe III, parfois jusqu'à la fin du règne de Philippe le Bel, parfois parfois au milieu d'un règne. Et enfin, vers le milieu du XIVe siècle, vraisemblablement ce sont cette fois-ci les moines de Saint-Denis qui proposent une version du roman des rois continuée jusqu'à la fin du règne de Philippe de Valois, donc jusqu'en 1350. Et cet ensemble-là, cet ensemble textuel-là, connaît, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, un certain succès. On retrouve quelques manuscrits qui attestent que cette version continuée du roman des rois trouve un public. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui se passe à partir de la fin du XIVe siècle, lorsque cet ensemble du roman des rois continué est augmenté d'une chronique des règnes de Jean II et Charles V, donc c'est-à-dire de l'histoire des rois de France depuis 1350 jusqu'à 1380. Ainsi que M. Matteoni l'a dit, cette chronique est attribuée au chancelier de Charles V, Pierre d'Orgemont, et une fois qu'elle est associée au roman des rois continué dans les manuscrits, et forcément ça ne peut pas être antérieur à 1380, à partir de ce moment-là, le succès est immense. Les manuscrits sont reproduits très rapidement et se diffusent dans des milieux très différents. Évidemment, on pense forcément à la cour, au prince, mais ça ne se limite pas à ces milieux-là, puisqu'on retrouve des manuscrits également auprès des parlementaires, donc du Parlement de Paris, donc des juges et des avocats, auprès des officiers de l'État, auprès des domestiques de l'hôtel royal. Donc on a toute une galaxie en fait, de possesseurs des manuscrits des grandes chroniques, ce qui se traduit par des formats livresques, des formats codicologiques évidemment très différents les uns des autres, hein, puisque à chaque possesseur, son manuscrit, un manuscrit qui correspond, si on veut, à son rang, à ses goûts et à ses préférences livresques. Donc ici, je vous donne 3 exemples de ce à quoi peut ressembler un manuscrit des grandes chroniques. Celui du milieu est le très très célèbre manuscrit qui appartenait à Charles V. Mais bon, souvent on a résumé les grandes chroniques à ce manuscrit, donc je veux bien le mettre en perspective. Il est entouré de manuscrits qui ne lui ressemblent pas, et parfois pas du tout, comme vous pouvez voir sur celui de droite. Alors, le succès des grandes chroniques est un phénomène de longue haleine. C'est-à-dire que ça commence à la fin du XIVe siècle, donc on est déjà un siècle après le moment où en fait Prima a terminé le roman des rois, mais ça se prolonge encore au moins un siècle. Preuve en est, au moment où l'imprimerie s'installe à Paris, un certain Pasquier-Bonhomme, qui jusque-là supervisait un atelier de copie des manuscrits, décide qu'il va se lancer dans l'impression et le texte qu'il choisit de reproduire, et c'est la première impression d'un texte en français à Paris, ce sont bien les grandes chroniques de France. Donc il faut bien songer que le passage de la société du manuscrit à la société de l'imprimé représente le passage de la société le marché, ça correspond au moment où le marché du livre passe du sur-mesure au ce que j'aime appeler le prêt-à-feuilleter. C'est-à-dire que la totalité du risque est désormais assumée par l'imprimeur. C'est lui, il produit d'abord, il cherche les clients après. Ce qui était l'inverse évidemment auparavant. On attendait d'avoir un client pour copier un manuscrit. Et donc il se dit, la façon la plus sûre de rentabiliser mon investissement, c'est d'imprimer les grandes chroniques, ce qui est évidemment un indice certain qu'il y avait encore 200 ans maintenant, après que Prima a posé la plume sur son roman des rois, il y avait encore un très grand intérêt à l'endroit
de ce texte. D'ailleurs, il y a d'autres imprimeurs, dans les décennies qui suivent, reproduisent l'édition de Pasquier-Bonhomme jusque dans la deuxième décennie du XVIe siècle. Et ensuite, plus grand-chose. Le texte tombe un peu dans l'oubli, on a encore des signes d'usage jusqu'au milieu du XVIe siècle, où il y a des érudits qui continuent à s'intéresser à certains manuscrits. Mais enfin, dans l'ensemble, on voit que le succès finit par s'essouffler. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les idées que les grandes chroniques avaient aidé à populariser, elles s'essoufflent, mais enfin, le texte lui-même n'arrive plus à trouver de nouveaux lecteurs. Et si on avance assez rapidement dans le temps et qu'on arrive au début du XVIIIe siècle, on peut trouver dans la Bibliothèque historique de la France de Jacques Lelong, donc un peu une compilation un peu classique à laquelle les médiévistes se réfèrent souvent pour voir les origines un peu de leur discipline, puisque c'est souvent dans la Bibliothèque historique de la France de Lelong qu'on trouve des références à des ouvrages médiévaux qui n'ont pas du tout été évoqués pendant la période moderne. Et si on se reporte à ce que Lelong dit des grandes chroniques, il dit tout simplement « Ces chroniques sont remplies de fables, du moins dans le commencement de la monarchie. Elles ont été cependant la source où ont puisé la plupart des auteurs modernes qui ont écrit l'histoire générale de France, ce qui est la cause des fautes qui se trouvent dans leurs ouvrages. » Alors, de Lelong à Proust, il y a encore 200 ans, et donc on passe de chroniques remplies de fables à des chroniques dont on ne peut douter de l'authenticité. Donc il s'est passé quelque chose durant ces 2 siècles, et c'est tout l'objet de ma conférence, que de vous montrer que les gens à la manœuvre dans cette entreprise, ce sont pour l'essentiel des archivistes paléographes. Alors, quelques années seulement après Lelong, l'intérêt pour les grandes chroniques renaît. Évidemment, on est au milieu du XVIIIe siècle, donc ça ne peut pas être le fait des chartistes. C'est à l'Académie des inscriptions que la Curne de Sainte-Palais commence à s'intéresser à ce qu'il appelle les monuments de l'histoire de France. Le terme est déjà lourd de sens. Et parmi les monuments de l'histoire de France, il y a, selon lui, les grandes chroniques de France. Et leur monumentalité est due à ce qu'elles ont connu un immense succès. Leur importance et l'usage auquel elles furent destinées. Donc, le fait qu'on les ait beaucoup lues, qu'on s'y soit beaucoup reporté, en fait, selon la Curne, un monument de l'histoire de France auquel les médiévistes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les médiévistes en puissance, disons, devraient s'intéresser pour mieux comprendre la société du passé. Et il ajoute, une œuvre qui a eu un tel succès doit être, d'une façon ou d'une autre, liée à un grand esprit. Et ça, c'est une idée qui va avoir une très très longue postérité, ainsi qu'on va le voir. Un contemporain de la Curne, probablement plus connu aujourd'hui, qui est dont Martin Bouquet, et qui est à l'origine, qui est l'esprit, la force de travail derrière le recueil des historiens des Gaulais de la France, qui est publié tout au long du XVIIIe siècle et encore un peu au XIXe siècle. Don Bouquet se dit que le recueil des historiens des Gaulais de la France doit donner une édition des Grandes Chroniques. Ce qui montre que très rapidement, en réalité, sur quelques années, les Grandes Chroniques deviennent un objet dont les médiévistes se sentent obligés de parler. À nouveau, la justification que donne Don Bouquet est à peu près la même que celle de la Curne. On en faisait grand cas dans le XIIIe et le XIVe siècle, et les historiens ne croyaient pas qu'il y eût de plus sûr moyen de gagner la confiance du lecteur que de s'appuyer sur leur autorité. À nouveau, ici, il n'est pas encore question de dire que les grandes chroniques sont une source d'information sûre et fiable pour les historiens, mais le fait qu'elles aient été considérées au Moyen-Âge comme une source fiable en fait un objet d'histoire de premier plan. Et donc, au fil de la publication des volumes du recueil des historiens des Gaulais de la France, est donnée une édition des grandes chroniques jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque l'édition est abandonnée. Mais de toute façon, entre-temps, alors que l'édition dans le recueil des historiens des Gaulais de la France n'est pas encore terminée, apparaît, ou paraît, devrais-je dire, une nouvelle édition, cette fois-ci complète, en 6 volumes, sur 6 volumes publiés en l'espace de 3 ans, du fait de Paulin Paris. Alors, Paulin Paris est
un romantique, c'est peut-être le plus romantique des médiévistes. Il a écrit une apologie du romantisme, ou plutôt, il a écrit une espèce d'ouvrage fondateur sur le romantisme en littérature et en histoire. Et il donne une édition des Grandes Chroniques, cette fois-ci qui est complète. Et à la fin du dernier volume, et dans une introduction très enlevée, qu'on lit aujourd'hui avec des yeux un peu ronds, il explique tout simplement que les Grandes Chroniques, c'est le plus grand projet de la civilisation humaine après la Bible. Donc, la comparaison avec la Bible, qui est proposée ici, va se retrouver jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette phrase de Paulin Paris est d'une importance capitale pour comprendre l'idée que se sont fait les historiens et les historiens de la littérature des Grandes Chroniques tout au long du XIXe et du XXe siècle. Et finalement, à partir du moment où Paulin Paris a rendu disponible le texte des Grandes Chroniques et l'a placé disons, placé dans cette lumière quasi divine, quasi sacrée, les chercheurs vont s'efforcer de donner des fondements érudits à l'impression de Paulin Paris. Et donc c'est à partir d'ici qu'on va passer en revue un certain nombre de chartistes qui ont donné des fondements scientifiques à une idée quasi religieuse, à une conception quasi religieuse de ce qu'étaient les Grandes Chroniques. Et donc, un des éléments les plus importants, c'est de relier les Grandes Chroniques à un grand personnage. Lacure l'avait déjà suggéré au milieu du XVIIIe siècle, et c'est fait avec Léon Lacabane, qui, voilà, maintenant on commence avec les archivistes paléographes, qui est un des premiers chartistes, qui publie dès 1841 une étude de la genèse des Grandes Chroniques, et il n'y a pas de doute, selon lui, qu'elles procèdent d'une commande royale. Alors, comme on trouve la date de 1274 dans le Roman des Rois, et qu'il semble que Prima écrivait encore en 1274, on ne peut pas simplement dire, on est obligé de dire que l'œuvre a été commandée par Philippe III. Chronologiquement, on est un peu bloqué, et j'appuie sur ce fait parce que précisément les historiens voudraient bien pouvoir attribuer, évidemment, la commande à Saint-Louis, qui est mort en 1270. Et donc, c'est exactement ce que dit Lacabane, entreprise par l'ordre de Philippe III, et peut-être même par celui de Louis IX, son père, ce saint roi, à qui rien d'utile et de grand ne semble avoir été étranger. Une fois qu'on a décidé que les Grandes Chroniques étaient une œuvre presque sacrée, il faut évidemment les relier à Saint-Louis d'une façon ou d'une autre. Alors, les études sur les Grandes Chroniques connaissent rapidement un certain foisonnement, à tel point que l'Académie des inscriptions met en 1878 au concours du prix Bourdin une question qui porte sur l'étude de la formation textuelle des Grandes Chroniques. À quelle époque, sous quelles influences et par qui les Grandes Chroniques de France ont-elles été commencées? À quelles sources les éléments en ont-ils été puisés? Quelles en ont été les rédactions successives? Donc ici, ça se passe à l'Académie des inscriptions, mais en fait, le rapporteur du jury, c'est Léopold de Lille, et l'unique candidat et le lauréat, c'est Élie Berger, qui est aussi un archiviste paléographe. Donc en fait, même quand on a l'air d'être dans une autre institution, finalement, c'est quand même toujours des chartistes qu'on retrouve à la manœuvre pour éclairer les origines et la genèse des Grandes Chroniques. Le mémoire qu'a rendu Élie Berger à l'Académie des inscriptions n'a jamais été publié, et moi-même je ne l'ai jamais vu. Donc il y a peut-être des choses qui ont été... qui mériteraient certainement, même probablement, d'être revues à la lumière de ce travail-là. Alors, un autre élément important, après la question de la commande royale, c'est la question du succès, ou plutôt de la diffusion, c'est-à-dire d'une diffusion qui serait délibérée, d'une diffusion qui serait pilotée, et qui aurait si bien correspondu aux attentes du public que les copies en seraient devenues innombrables. C'est un mot d'Auguste Molinier, qui, pourtant dans un ouvrage, une espèce de catalogue qui donne des sources de l'histoire de France, qui est un ouvrage très érudit et très bibliographique,
se rend compte que, au fur et à mesure que les chercheurs travaillent sur les grandes chroniques, il découvre de nouveaux manuscrits et il a l'impression qu'en fait, on ne va plus pouvoir les dénombrer. Et finalement, ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une œuvre qui a eu un tel succès et qui est parvenue à pénétrer l'esprit des Français jusque dans les recoins les plus éloignés du royaume. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les chercheurs travaillent sur les grandes chroniques, ils commencent aussi à se rendre compte que l'édition de Paulin Paris, qui au début du XXe siècle a déjà 60-70 ans, n'est quand même pas parfaite. Elle a été faite beaucoup trop vite, je vous ai dit, 6 volumes en 3 ans. On imagine qu'il y a des coquilles qui se sont perdues. Et bon, il y a probablement aussi une question de plagiat. Il est vraisemblable que Paulin Paris a copié pour beaucoup de passages l'édition qu'avaient donnée les Mauristes au XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas le propos ici. Et donc, au fur et à mesure qu'on prend conscience des limites de cette édition, la Société de l'Histoire de France, qui recrute à l'époque l'essentiel de ses membres actifs dans le vivier des archivistes paléographes, la Société de l'Histoire de France se charge de produire une nouvelle édition, définitive, comme on aime dire, des grandes chroniques. Et le premier éditeur, enfin ce sera une édition qui sera faite par 2 personnes. Le premier, c'est Roland de la Chenal, qui est sorti premier de sa promotion à l'École des Chartes en 1883, et qui n'est pas un savant très en vue, parce qu'il n'est pas dans l'université. En fait, comme on aurait dit au Moyen-Âge, il vit du sien. En fait, il a des rentes et il ne travaille pas. Donc, il fait de la science quand il veut. Et il se propose pour donner l'édition de la dernière partie des grandes chroniques. Donc, la chronique du chancelier de Charles V, Pierre d'Orgemont. Et comme il donne l'édition, il est bien obligé de choisir un manuscrit sur lequel il est bien obligé de choisir un manuscrit à transcrire. Et il choisit. Et là encore, en fait, on voit qu'on reste dans le même logiciel. Il choisit de transcrire le manuscrit de Charles V. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus ancien, selon lui, le plus correct, et probablement l'original d'où dérivent, plus ou moins fidèlement transcrits, les autres exemplaires de la chronique. Donc, on voit exprimer ici, philologiquement, si on veut, sous le couvert de la philologie, l'idée que les rois ont mis à disposition un exemplaire étroitement contrôlé du texte, qui aurait ensuite été reproduit. Et donc on a évidemment l'idée d'une espèce d'entreprise politique délibérée, qu'on peut retrouver, d'après Roland de la Chenal, jusque dans le Stemma Codicum de la chronique de Pierre d'Orgemont. La démonstration philologique de la Chenal est absolument fausse, elle ne tient pas du tout, mais c'est intéressant qu'elle ait été considérée comme tout à fait convaincante, et 3 ans après avoir terminé son édition de la chronique de Pierre d'Orgemont, Roland de la Chenal est admis à l'Académie des inscriptions. On considère que désormais il est devenu suffisamment un grand savant pour y être admis, alors que une simple lecture de son introduction et de la justification du manuscrit qu'il choisit suffit à convaincre qu'il s'est trompé et qu'en réalité il n'a pas comparé les manuscrits. Il a décidé de choisir le manuscrit de Charles V dès le début, sans se demander quelle était sa place dans le stemma. Une fois que la chronique de Pierre d'Orgemont est publiée, il reste encore toute la partie de Prima, le roman des rois, et toutes les continuations qui portent sur les règnes du XIIIe et du début du XIVe siècle à éditer. Et cette fois-ci, c'est Jules Viard, un autre archiviste paléographe, qui est à l'époque conservateur aux Archives nationales, qui s'en charge. Et la façon dont il parle de cet ouvrage dans la préface du premier volume, il va donner 10 tomes pour son édition, qui le 10e d'ailleurs apparaîtra après sa mort. La façon dont il parle des grandes chroniques, finalement, montre que, d'un point de vue conceptuel, on n'a pas énormément avancé depuis Paulin Paris. On est 100 ans après, mais on continue finalement à parler d'une Bible de la France, d'une œuvre qui correspond
ou qui répondent aux conceptions morales de Saint-Louis. Je suis désolé, il y a une coquille, là, il y a un E et avec 2 T. Et qui rentrent dans le cadre du mouvement intellectuel et scientifique qui éclaira le règne de Saint-Louis. Donc, de nouveau, c'est l'idée d'une espèce de politique culturelle menée par la royauté à destination d'un large public. Et si bien réussie, cette entreprise de politique culturelle, que l'ouvrage sur lequel elle s'exerçait serait devenu comme la Bible de la France. L'expression est très juste. Donc, pendant 100 ans, on donne des fondements érudits à l'idée d'une œuvre voulue par la royauté, diffusée par elle et universellement tenue pour fiable. Mais il faudrait pas croire que toutes ces études sont publiées avec et sont reçues comme fiables par tous les chercheurs. Et je veux ici attirer l'attention en particulier sur une toute petite querelle qui a lieu en 1946 et qui est révélatrice de ce que, en réalité, toute une frange des historiens commence à en avoir assez de ces idées qu'on répète depuis plus de 100 ans à propos des grandes chroniques, sans réellement renouveler le sujet. Dans la revue historique, un professeur de l'université de Strasbourg, Gaston Zeller, qui lui évidemment n'est pas un chartiste, publie une espèce de pamphlet contre la Société de l'Histoire de France, qui s'intitule « À quoi sert la Société de l'Histoire de France ?» Il y a ces 2 ou 3 pages, c'est assez court, c'est assez provocateur, c'est assez blessant. Il parle d'une compagnie alourdie par l'âge, avec l'idée que ça manque de renouvellement, et de savants un peu compassés qui s'occupent de thématiques et de travaux qui n'intéressent en fait plus personne. Ici, vous l'avez sous les yeux, depuis une vingtaine d'années, nombre de volumes sont sortis des presses sous l'égide de la Société de l'Histoire de France, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils méritaient assurément pas toute la peine et tout l'argent qu'ils ont dû coûter. Mentionnons tout d'abord, donc c'est au premier chef, la première des vanités de la Société de l'Histoire de France, c'est d'avoir donné encore une édition des Grandes Chroniques de France. Ce n'est qu'une compilation de textes déjà connus. Ce qu'elle apporte de nouveau est insignifiant. Donc on continue à répéter Bible de la France, voulue par Saint-Louis, et il se trouve des historiens qui trouvent que c'est un peu insuffisant, qu'on devrait en réalité renouveler le sujet plus en profondeur. Bon, mise en cause de façon aussi violente, la Société de l'Histoire de France demande un droit de réponse dans la revue historique, elle l'obtient, c'est dans le même volume en fait, donc on peut suivre la petite querelle très facilement, c'est à 200 pages de distance dans le volume de 1946. 3 membres éminents de la Société de l'Histoire de France, qui sont tous les 3 des archivistes paléographes, et qui, bon ça c'est un peu comique, puisque Gaston Zeller reprochait à la Société de l'Histoire de France d'être un peu alourdie par l'âge, et en fait si on cumule leurs âges, à eux 3 ils ont 200 ans, plus de 200 ans à eux 3, donc ils sont effectivement relativement âgés. Et alors ils défendent le projet d'édition des Grandes Chroniques, qu'ils estiment injustement qualifié de vanité, et leurs arguments finalement peuvent se réduire à 3 éléments. Et le premier peut-être est assez révélateur. Le projet avait pour lui la caution formelle et chaleureuse de Léopold de Lille. Léopold de Lille est mort en 1910, on est en 1946, et donc encore invoquer l'autorité morale de Léopold de Lille donne peut-être raison à Gaston Zeller quand il dit que les membres de la Société de l'Histoire de France ne sont pas tout à fait en phase avec la recherche telle qu'elle se fait. Mais bon, passons. Les autres arguments sont beaucoup plus intéressants, puisque les 3 sociétaires défendent l'édition des Grandes Chroniques en disant que c'est un monument philologique, un chef-d'œuvre de notre langue au XIIIe siècle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mot monument, qui rappelle immédiatement, à qui s'intéresse aux Grandes Chroniques, qui rappelle immédiatement l'article de La Curne de Sainte-Palais en 1738, dans lequel il étudie les monuments de l'histoire de France, et l'un d'eux, c'est les Grandes Chroniques. Donc, finalement, la conception, à nouveau, ici, n'a pas beaucoup changé, et on utilise toujours les mêmes arguments pour justifier
l'intérêt pour les grandes chroniques. Et ici, c'est peut-être le plus surprenant, et vraisemblablement les trois signataires du droit de réponse ne s'y attendaient pas, mais en fait, ils font entrer les grandes chroniques dans la deuxième moitié du XXe siècle historiographique. Ce qui est intéressant dans les grandes chroniques, disent-ils, c'est l'histoire de France telle que cela représentait les rois du XIIIe et du XIVe siècle et leur entourage. Et ici, en réalité, les trois auteurs rompent complètement avec l'idée que l'intérêt des grandes chroniques, c'est de lire l'histoire du Moyen-Âge. Non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une représentation de l'histoire. Et ici, on est bien avant l'histoire des représentations, on est même avant l'histoire des mentalités. Et donc, c'est ces trois savants, apparemment alourdis par l'âge et apparemment compassés, qui finalement font basculer les grandes chroniques dans la deuxième moitié du XXe siècle historiographique. Donc, il y a peut-être un petit pied de nez de l'histoire ici. Mais, la défense de l'édition de Roland de Lachenal et Jules Viard ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, disons les 20 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, dans l'historiographie française, c'est marqué par l'éclipse des textes narratifs. C'est pas le bon moment pour étudier des textes narratifs. Et donc, une fois que l'édition de Jules Viard est terminée, de toute façon, quoi qu'on en pense, de sa valeur ou de son intérêt ou de ce qu'elle apporte de neuf, la mode n'est plus à l'étude des sources narratives. Tant et si bien que il faut attendre en fait la fin des années 60 et même surtout les années 70 pour voir les grandes chroniques à nouveau apparaître dans les publications des chercheurs en France et également ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils en disent, les chercheurs, une fois qu'ils s'intéressent à nouveau aux grandes chroniques? Eh bien, en réalité, et désormais ces chercheurs, vous le remarquerez, ne sont plus des archivistes paléographes. Mais enfin, malgré tout, les caractérisations qu'ils donnent sont extrêmement redevables de toute la science, de toute l'érudition qui avait été menée entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Le vocabulaire a changé. On est après la guerre froide, ou pendant la guerre froide, on est après les totalitarismes du XXe siècle, et donc on a un nouveau vocabulaire, mais qui finalement évoque la même chose. On a parlé d'un instrument de la propagande capétienne. Bon, quand Jules Viard parlait d'une politique culturelle, c'était à peu près la même chose, c'est juste que le vocabulaire a changé. Parfois même, le vocabulaire ne change pas du tout. Probablement l'un des plus importants historiens de l'historiographie médiévale a tout simplement écrit à peu près la même chose que ce qu'a écrit Jules Viard en 1920. Les Français crurent aux grandes chroniques de France comme à la Bible. Donc on continue à reprendre ces idées d'une œuvre universellement acceptée et universellement crue par ses lecteurs. Une histoire voulue par les rois qui devient une histoire de l'État. Et ici, on voit l'influence du courant historiographique qui s'est occupé de la jeunesse de l'État moderne, ainsi qu'on l'a appelé. Et donc, ce qui vient de la couronne a l'air de venir de l'État et donc devient une histoire officielle. Une histoire... Bon, ici, on passe un peu rapidement, parce on pourrait tout rassembler. Propagande capétienne, histoire officielle, les deux sont ici dans la citation. Et pour terminer, ça donne aussi la reprise des thèmes de l'érudition pour l'essentiel chartiste du 19e et du 20e siècle, fait dire à des historiens de l'art et des historiens du texte de toutes sortes que Saint-Denis est devenu le centre de l'historiographie royale, que c'est une œuvre avec un statut quasi officiel qui la distingue des autres histoires vernaculaires et justifie sa popularité. Et alors, de nouveau, c'est cette idée que c'est une œuvre à part. Et ça, c'est vraiment c'est peut-être l'élément essentiel de l'héritage de toute cette érudition, c'est d'avoir mis les grandes chroniques à part. On ne peut pas les considérer comme les autres. Il s'agit d'une œuvre avec peut-être qu'on trouve qui contient peut-être quelque chose de plus qu'elle-même, qui justifie la place spéciale qu'on lui donne dans
l'histoire de la France médiévale. Alors, pardon, je me mets directement dans la lignée de tous ces grands noms qui viennent d'être cités. Alors, il ne s'agit pas de me pousser du col, mais simplement d'évoquer en quelques minutes la façon dont je me positionne dans le livre dont on parle vis-à-vis de cet héritage. Alors, il ne s'agit pas évidemment de tout jeter à la poubelle, parce que une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que les grandes chroniques sont effectivement une œuvre un peu spéciale. Sont une œuvre qu'il faut considérer comme un peu particulière, parce qu'elle a été considérée au Moyen-Âge comme étant un peu particulière. Mais l'essentiel de mon propos est de justifier ce caractère particulier, ce caractère spécial, non par l'origine du texte, par son commanditaire, par sa volonté, par la façon dont il donnerait à voir ce qu'est l'histoire de France, mais plutôt par le biais de la diffusion et de la réception. Je pense qu'au départ, ce n'est pas un texte spécial, ce n'est pas une œuvre spéciale, mais la réception dont ce texte a joui en a fait un texte particulier, un texte à part. Et donc, il ne s'agissait pas de condamner l'historiographie qui m'a précédé, sur laquelle évidemment je me suis énormément appuyé, mais plutôt de compléter en montrant que le succès ne peut pas simplement être le fruit d'une politique délibérée de la couronne et qu'il faut rendre compte de l'agentivité, si on veut utiliser un mot à la mode, l'agentivité du public dans l'avènement du succès des grandes chroniques et donc dans la popularisation des thèmes qu'elles ont portés, qu'elles ont donné à voir et à lire pendant des générations, à tel point qu'un grand nombre finalement des conceptions historiographiques, mais des conceptions à propos de l'histoire de France, à propos de qui sont les grands et les petits rois, de qui sont, quels sont les grands moments charnières de l'histoire de France, ces conceptions finalement peuvent pour beaucoup trouver leur origine dans la familiarité que les lecteurs médiévaux avaient acquise vis-à-vis des grandes chroniques, à tel point qu'ils ne concevaient plus trop l'histoire de France dans un cadre qui n'était pas celui qu'avaient délimité les grandes chroniques. Mais donc, évidemment, il ne s'agit pas de... Ce livre n'a pas pour objectif de faire table rase, certainement pas, mais simplement d'apporter un éclairage, j'espère, différent et utile. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On va prendre quelques questions. Alors malheureusement, le micro mobile est en panne. Donc parlez bien fort, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Des questions dans la salle. S'il n'y a pas de questions, je vais reprendre la parole rapidement. Pour essayer de mettre un petit peu en perspective ce qu'a dit donc Antoine Brix. Effectivement, je crois qu'on voit bien comment s'est faite une évolution et une conception ou une lecture plus précisément de ces grandes chroniques qui a finalement infusé jusqu'aux grands auteurs. Hein. Vous avez cité mon bon maître Bernard Guenet notamment, qui pour nous était un personnage qui... avait apporté beaucoup pour la connaissance des grandes chroniques. Alors, la question qu'on peut se poser, peut-être que certains l'ont en tête et ne veulent pas la dire, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé à Saint-Denis en 1274. C'est qu'à Saint-Denis, jusqu'à maintenant, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, on écrivait essentiellement en latin, et qu'on va faire un texte en français, le roman des rois. Et alors, il y a une rupture ici qui se produit, qui a été interprétée par les historiens de différentes manières. Et est-ce que vous pourriez, peut-être pour l'auditoire, revenir sur ce changement
hein, de paradigme, et comment, d'une certaine façon, vous l'expliquez. Bien. Non, merci beaucoup. Non, mais voilà, je pense que c'est quand même c'est le point de départ. Donc, Non, bien sûr. Oui, alors c'est une bizarrerie. C'est le choix du français apparaît dans la production historiographique de Saint-Denis comme une bizarrerie. Puisque c'est le premier texte produit en français. Mais il est très rapidement suivi d'autres textes. À la fin du XIIIe siècle, un moine de Saint-Denis, Guillaume de Nangis, produit lui-même des traductions françaises de ses ouvrages en latin. Mais enfin, ça n'explique pas la décision de Prima de choisir le français. Et ce choix du français est si délibéré et si conscient que le titre donné à l'œuvre, Le Roman des Rois, met l'accent sur le fait que c'est en français. C'est le texte en français qui parle des rois. Littéralement, c'est ça que le titre veut dire. Alors, bon... Moi, je vois toujours les choses du point de vue de la réception. Et du point de vue de la réception, il est évident que le choix du français désigne Le Roman des Rois à un public différent de celui qui était le public des œuvres en latin écrites à Saint-Denis. Alors, je parle du public des œuvres en latin écrites à Saint-Denis. Bon, s'il existe, hein, souvent, les manuscrits, les ouvrages produits par les historiographes de Saint-Denis, c'est une formule que j'aime pas, mais les moines écrivant l'histoire à Saint-Denis avant Prima, souvent sont très très peu diffusés. Donc peut-être qu'il y avait une volonté de sortir finalement de la clôture, de s'adresser à un public plus large, différent, probablement un public courtois, puisque le fait de remettre un exemplaire à Philippe III est probablement le signe d'une volonté d'ancrer le texte dans un milieu courtois qui lit de plus en plus en français. J'ai pas dit qu'il lit de moins en moins en latin, mais qu'il lit de plus en plus en français. Et peut-être qu'il faut aussi comprendre le choix du français dans un contexte plus large de production au milieu du XIIIe siècle, de production d'ouvrages qui sont des espèces de grandes sommes du savoir en français, et qui mettent à disposition des lecteurs maniant imparfaitement le latin, ou pas du tout, des connaissances qui, jusque-là, étaient réservées aux lecteurs du latin. Bon, ça, c'est un élément de contexte, mais c'est difficile d'expliquer le choix de Prima, puisque lui-même ne sait pas vraiment... n'a pas donné de choix clair. D'ailleurs, le prologue qu'il donne, et qui pourrait être l'endroit où il s'explique, en fait, c'est une reprise d'un autre prologue. Donc, en fait, c'est même pas vraiment lui qui s'exprime dans le prologue. Mais c'est aussi peut-être un choix, le choix du français, qui a ralenti le succès du Roman des Rois dans les premières décennies. Mais qui, au XIVe et au XVe siècle, est devenu un des éléments favorisant le succès. Mais bon, mais est-ce que ça a été, pour éclérer la réflexion, est-ce que dans l'argumentation qui a été avancée par tous les auteurs des Léon Lacabane, qui disaient finalement que ça pouvait être une commande royale, Philippe III, et naturellement on pense son père à Louis IX, ce serait beaucoup plus remarquable. Est-ce que le fait que l'on écrive en français, ça a été un élément qui a été mis en avant dans l'attribution à un roi, c'est-à-dire au fait que ce soit une commande? Oui, assurément. Oui, ça, oui. Mais bon, oui. Mais bien sûr, puisque on regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui, et on sait que le français était le sens de l'histoire, en fait. Pour la France, voilà. Évidemment, en 1274, c'était pas du tout évident que le français allait devenir la langue de l'administration, allait devenir la langue principale de la culture. Et donc, on a bien aimé attribuer à l'action d'un roi ou à la volonté d'un roi le fait de donner une histoire dans la langue des Français. Mais c'est un peu, à mon sens, une réécriture de l'histoire, parce qu'il n'est pas évident que dans le troisième quart du XIIIe siècle, le français allait devenir ce qu'il est devenu finalement très rapidement.
puisque dès le milieu du XIVe, une majorité d'actes produits en français à la Chancellerie de France. Le retournement est à peu près au milieu du XIVe. Même avant, dans les années 1330. Oui, mais il y a une majorité d'actes, je veux dire. Avec oui, il y a beaucoup d'actes en français dans la première moitié du XIVe siècle. Juste le temps de Jean II, où Jean II revient un petit peu à une écriture en latin, et très rapidement, ensuite, on revient à des actes majoritairement en français, donc, avec Charles V. Donc, vu d'ici, ça a l'air très rapide, mais bon, il y a quand même plusieurs décennies qui se passent. Mais oui, assurément, le choix du français a conduit les historiens à attribuer la commande à des rois, en leur donnant la conscience de ce qu'allait être leur futur. Bien, merci beaucoup. Je répète la question. Donc la question porte sur les états manuscrits, les différents formats livresques des grandes chroniques. Alors, les manuscrits médiévaux sont tous uniques, donc c'est toujours difficile de s'aventurer à les catégoriser, mais enfin c'est nécessaire. Donc il y en a plus de 110, enfin j'en ai étudié plus de 110. J'aurais pu avoir un chiffre un peu plus élevé ou un peu plus bas, parce que certains sont à la marge et on pourrait les considérer comme étant dans le corpus non, mais enfin soit. En étudiant leur matérialité, qui n'était qu'un moyen de parvenir à une étude de leur sociologie, je n'ai pas étudié leur matérialité simplement pour le plaisir d'étudier leur matérialité, m'a conduit à penser qu'il y avait en gros deux catégories, avec évidemment des cas particuliers, mais enfin qu'il y avait deux catégories qui correspondaient plus ou moins à deux publics. On avait d'un côté les manuscrits de grand format, enluminés souvent, à deux colonnes, dans une écriture plutôt posée, et qui contenaient la plupart du temps le texte complet, qui était plutôt pour un public princier, et qui étaient des objets de luxe et des objets oui, c'est ça, des objets d'art et de luxe, au moins autant que des objets textuels. Et puis, à l'autre bout du spectre, l'autre catégorie, ce sont des manuscrits beaucoup plus petits, en papier, souvent aussi plus tardifs par rapport aux manuscrits luxueux, donc plus petits, en papier, à longue ligne, donc c'est-à-dire à une seule colonne par page, écrits dans une écriture beaucoup plus cursive, beaucoup plus rapidement, et bien souvent destinés à un public de professionnels de l'écrit, disons-le comme ça. Et donc, c'est-à-dire les membres du Parlement, les officiers de la Chambre des comptes, ou des officiers de chambre, ou des officiers d'organes administratifs qui ne sont pas forcément à Paris, qui peuvent être aussi dans les provinces. Ces manuscrits-là sont, pour la réception, infiniment plus intéressants, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances d'avoir été lus. Les manuscrits enluminés peuvent très bien avoir été lus, mais ils peuvent aussi ne pas l'avoir été, puisqu'on voit qu'ils sont accumulés dans des bibliothèques qui en possèdent plusieurs exemplaires. Quand on veut lire un livre, on n'a besoin que d'un seul exemplaire. À partir du moment où on en a plusieurs, ça devient plus suspect. Ce n'est pas certain qu'on les accumule pour les lire. Mais quand on fait copier simplement un manuscrit très modeste, a priori, on peut penser que c'est pour le lire, c'est pas pour l'exposer. Et donc, ce sont ces manuscrits-là qui ont guidé, en particulier, mon étude de la réception, puisque, ainsi que M. Matheny l'a dit, un certain nombre d'entre eux sont annotés. Et alors, ces annotations, une fois qu'on peut plus ou moins les situer chronologiquement, sociologiquement, révèlent des choses extraordinaires. Puisque en général, on ne sait pas ce que les gens pensent quand ils lisent. Et on s'imagine ils lisent le texte et ils y voient la même chose que nous. Mais bon, les annotations permettent de revenir de cette illusion et de voir que précisément les grandes chroniques n'ont pas été considérées comme la Bible de la France, et que les lecteurs prenaient ce qu'ils voulaient dedans et rejetaient le reste. Mais hélas, c'est limité. Ces expressions de la réception sont limitées à une certaine catégorie matérielle de manuscrits. On aimerait bien savoir ce que les grands princes ont pensé à la lecture des grandes chroniques, mais ça, c'est beaucoup plus difficile d'approcher ça.
doit se contenter, entre guillemets, des officiers ou des parlementaires. Oui, merci. Y a-t-il beaucoup d'erreurs historiques dans ces chroniques de France? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les grandes chroniques de France? Oui, bien sûr, énormément. Elle commence par un récit légendaire, de toute façon, l'origine troyenne des rois de France, et elle représente, si on veut, l'état de la science historique à l'époque où elles ont été composées. Donc, tout ce qui est plus ou moins éloigné est embué d'un brouillard de mystère qu'on a du mal, nous, à se représenter. Donc oui, elles sont pleines d'erreurs. Selon les parties, il y a plus ou moins d'erreurs. La dernière partie, la partie qui est attribuée à Pierre d'Orgemont, donc la chronique des rois Jean II et Charles V, à l'inverse, est réputée pour sa précision. Elle était beaucoup utilisée par les historiens du XIVe siècle parce qu'elle est très précise, et en particulier, elle donne les dates d'absolument tous les événements dont elle parle, parfois même les heures. C'est une rareté dans l'historiographie, évidemment. Mais sinon, pour l'ensemble, c'est en général plutôt plein d'erreurs. Est-ce qu'elle pouvait être offerte comme cadeau diplomatique? Ah là oui, la question des cadeaux diplomatiques est, je pense, très intéressante, mais hélas, je n'en ai trouvé aucune preuve. Mais il y a certains manuscrits qui sont conservés dans des endroits si étranges que je ne pouvais me l'expliquer que par la possibilité de cadeaux diplomatiques. Mais comme je n'en ai pas trouvé la preuve, je ne l'ai pas écrit. Mais effectivement, il y a par exemple des manuscrits au Portugal qui ont l'air de s'y trouver depuis très longtemps et que je m'explique difficilement autrement. Mais oui, c'est possible, mais je n'en ai pas la preuve. Est-ce possible de parler un peu de la relation entre les grandes chroniques qui sont en français et les chroniques comme Froissart, en français, mais pour un public différent, n'est-ce pas, ou le même, c'est en compétition? Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Alors, donc, la question porte sur la relation entre les grandes chroniques et Froissart. Bien, alors peut-être que je devrais demander à Clara d'intervenir, parce qu'elle est peut-être plus spécialiste que moi là-dessus. C'est difficile de dire si les deux textes sont en compétition, mais en tout cas, ils font état de visions de ce qu'est l'histoire qui sont totalement différentes. Totalement différentes. Froissart, l'apprend à personne, est vraiment le prototype de l'historien qui est présent dans son texte. Les grandes chroniques sont extraordinairement apersonnelles. Les auteurs, ils sont entièrement absents, en sont entièrement absents, et et un autre élément qui sépare les deux textes, c'est la question de l'ambition littéraire. Froissart est un grand écrivain. Les grandes chroniques sont d'une fadeur et d'un caractère pâle qui a détourné beaucoup de chercheurs de leur étude. Est-ce qu'elle s'adressait aux mêmes? Il est certain que les manuscrits enlumineux des deux textes se retrouvent dans les mêmes bibliothèques. Mais quant à parler de l'intention des auteurs, sur qui ils voulaient atteindre, ça... Étant donné que je ne suis pas spécialiste de Froissart, en plus je peux parler que d'un côté de la question, donc c'est plus difficile pour moi de donner des éléments de comparaison intéressants. Mais ce sont des textes qui n'ont vraiment rien à voir dans leur conception de l'histoire et dans leur conception de raconter l'histoire. Ouais. D'autres questions dans la salle? Peut-être une dernière question, mais je peux vous interroger, Antoine, mais peut-être pour le public, expliquer au public qui vous écoute, il y a quand même une rupture donc, qui se produit avec Charles V, qui rompt avec Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il ne fait plus appel aux moines de Saint-Denis, même s'il reste fidèle d'autres manières à l'abbaye du nord de Paris, et
qu'il confie l'écriture. Alors, son chancelier, on dit, on le suppose. Comment vous expliquez ça? Eh bien, là-dessus, mon opinion a évolué à la lecture des travaux d'autres chercheurs, et en particulier ceux d'Isabelle Giobashi, qui a montré de façon très convaincante que le projet de Pierre d'Orgemont d'écrire l'histoire est probablement bien antérieur au service de Pierre d'Orgemont dans l'entourage de Charles V. Donc, il écrivait probablement de toute façon une chronique que Charles V lui ait demandé ou non. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de la commande de Charles V dans le texte, mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi on a placé ce texte-là à la suite des grandes chroniques pour en continuer le propos. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, hélas. Je dirais que c'est parce qu'il y avait ce texte-là qui était disponible et pas un autre, qui est un peu une explication très pragmatique. Mais on a souvent voulu voir à la fois, disons, la main de Charles V dans le choix d'une histoire écrite par le chancelier, mais aussi le fait de les avoir, le fait d'avoir constitué le corpus tel quel. Mais de ça non plus, on n'a pas vraiment de preuves. Donc, c'est assez difficile. Mais effectivement, il y a un tournant, il y a une rupture, mais il faut quand même garder à l'esprit que les continuations qui ont été produites à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle ne sont vraisemblablement pas toutes produites à l'abbaye de Saint-Denis. Donc, il y a rupture, et en même temps, il n'y a pas tellement rupture, parce que ça faisait déjà longtemps qu'on accolait des morceaux qui n'étaient pas sans Dionysien au roman des rois de Prima. Mais oui, j'aimerais bien savoir ce qui a justifié vraiment le choix du texte de Pierre d'Orgemont pour la continuation de la deuxième moitié du XIVe siècle. C'est très difficile de l'expliquer et encore plus difficile de l'attribuer. Merci. Merci beaucoup.